Juste après vous, la page des sports de Malal Diagne Junior. Coupe du monde des U20, les Lionceaux du Sénégal à l'assaut du Nigeria. L'équipe de Youssouf Dabo affronte les Nigérians à 18h. Vous entendrez la réaction du sélectionneur dans ce 12h. On parlera également de la Ligue 1 sénégalaise après la finale de la Coupe de la Ligue. Place au bilan dans ce 12h. Également, il sera question de basketball pour finir à Narocha. Abdoulaye Sissé sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire et en fin d'édition, un nouveau numéro de votre rubrique Tarikh Ramadan avec Nafissa Toussila. Anna Rocha. Bonjour à tous. Aliou Sall, au cœur de ce qu'une enquête de la BBC assimile à un scandale. Les confrères anglais révèlent que le frère du chef de l'État a été payé à hauteur de 12 500 000 francs CFA par mois pendant 5 ans alors qu'il n'avait aucune expérience dans le secteur du pétrole. Le média britannique révèle par ailleurs le versement d'une commission via la société Agritrans pour un montant de 250 000 $. Plus de détails avec Pape Besdiba. Aliou Sall et le pétrole, ça donne ce que cette enquête de BBC assimile à un scandale. Tout commence avec son recrutement par Frank Timis. Recrutement intervenu selon l'enquête à la faveur de l'autorisation accordée à Timis par Macky Sall, nouvellement élu à la tête du Sénégal. Coïncidence troublante. Aliou Sall, qui n'a aucune expérience dans le pétrole, se voyait payer 12 500 000 par mois pendant 5 ans. Il s'est vu également promettre des actions d'une valeur d'1,5 milliard dans les sociétés de Frank Timis, souligne encore BBC. Des révélations qui ne s'arrêtent pas en si bon chemin puisque l'auteur, la journaliste Mayeni Jones, affirme avoir découvert un paiement qui a tout l'air d'un pot de vin. Il s'agit, d'après le document, d'une commission de plus de 146 millions payés via la société Agritrans qui appartiendrait à Aliou Sall. Pourtant, il était annoncé que cette somme devrait être versée à l'État du Sénégal. Manifestement, d'après l'enquête de nos confrères britanniques, Aliou Sall est au début et à la fin de tout. C'est dire que le maire de Guédiawaye a beau déclarer avoir quitté le pétrole, mais il semble être rattrapé encore par les effluves de l'or noir. Pape Besdiba, on apprend à l'instant qu'Aliou Sall annonce une conférence de presse pour cet après-midi à 15h. L'avocat maître El Hadj Diouf qui défend Franck Timis et Aliou Sall, lui, n'a pas souhaité réagir sur cette affaire pour le moment. Pour rappel, c'est lui qui avait déposé une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles contre 11 personnalités, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre Abdoul Malik Gakou, Mamadou Lamine Diallo ou encore les journalistes Baba Aïdara et Adama Gaye. Toujours sur cette affaire, la coalition Publiez ce que vous payez demande l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Cette organisation de la société civile qui s'investit dans la transparence des industries extractives et les hydrocarbures interpelle les corps de contrôle. Écoutons le président de la coalition Publiez ce que vous payez, Ibrahim Sori Diallo, au téléphone de Ndiogou Diène. Nous considérons quand même que c'est des informations assez outrageuses pour le Sénégal, qui est devenu depuis un certain temps inique dans le secteur des industries extractives, grâce à son dernier rapport qui le positionne comme premier en Afrique et quatrième au monde. Et que cette situation pour nous est assez complexe et pourrait entacher donc cette position prestigieuse du Sénégal. Et c'est pour cela ce que nous demandons simplement, c'est que la vérité jaillisse. Que les corps de contrôle de l'État, que M. Sall lui-même qui est mis en cause, donc s'investir pour aider le Sénégal à maintenir cette précise position au sein de l'ITE, mais également mettre à l'aise tous les acteurs donc dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal et un peu partout en Afrique. Nous demandons juste à ce que tous les organes de contrôle, la justice, la Cour des comptes, l'ITE, qui est en tout cas un organe central dans ce secteur-là, puisse mener des investigations nécessaires et édifier les Sénégalais. Et de ce point de vue-là, je pense que le président de la République, tel que nous le connaissons, donc il prendra les mesures idoines donc pour que telle chose ne se répète pas, ou bien en tout cas que M. Sall donc soit mis à l'aise. Donc si on infirme effectivement cette information qui nous est parvenue de BBC. Je rappelle donc qu'Aliou Sall a annoncé une conférence de presse pour cet après-midi à 15h. Le président du conseil d'administration de la SNHLM se lave à grande eau aujourd'hui. Moustapha Faltier dément toutes les accusations de l'ex-secrétaire général de l'intersyndicale
de cette société publique. Le président de la coalition Macky 2012 parle de mauvais perdants puisque Ibrahima Fall a été battu lors des dernières élections syndicales. Le PCA de SNHLM maintient donc sa plainte contre lui. Il est actuellement en conférence de presse. L'achat d'un véhicule de 45 millions pour Moustapha Faltier par la SNHLM, c'est ce que dénoncent les travailleurs. Le directeur général se serait également offert une voiture de près de 50 millions alors que la société est actuellement en difficulté financière. Passation de service ce lundi au Conseil économique, social et environnemental. Aminata Touré remplace Aminata Tal à la tête de l'institution. Cette vague d'arrestations à Kédougou, le conservateur du parc national du Nyokolo-Koba, son adjoint, le directeur régional des mines de Kédougou et le maire de Nénéfécha sont tous sous les verrous actuellement. Ces autres personnes sont accusées d'exploitation illégale de l'or et de complicité dans la dégradation de l'environnement. Les précisions de notre correspondant à Kédougou, Ibrahima Diabakhate. Le conservateur du parc national de Nyokolo-Koba et son adjoint, le directeur régional des mines de Kédougou, le maire de Nénéfécha, 3 ressortissants ghanéens et 13 chinois viennent d'être interpellés et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou. Il est reproché aux 13 chinois et les 3 ghanéens d'exploitation illégale d'or à Bandé-Ethiès, localité située dans le parc national de Nyokolo-Koba au niveau de la commune de Nénéfécha. Quant au conservateur, son adjoint, le maire de Nénéfécha et le directeur régional des mines de Kédougou, il serait accusé de complicité dans cette vaste entreprise de dégradation des sols et sous-sols en violation des dispositions de l'article 100 du Code de l'environnement. Tout ce beau monde sera déféré au parquet pour tirer cette histoire au clair. Il faut cependant rappeler que la recherche effrénée de l'or pousse de plus en plus certains individus à s'adonner à des activités de dégradation de l'environnement, notamment le dragage du fleuve Gambie et la coupe abusive de bois au niveau des Dioura. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. RFM, partout, tout le temps. Midi 9 sur RFM. Ce lundi, c'est jour de Korité au Mali. Le ministère des Affaires religieuses et du culte affirme que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités de ce pays. Mais le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie émet des doutes. Maram Kairé se demande comment le Mali peut être le seul pays au monde où le croissant lunaire a été aperçu hier soir. Il précise qu'ici au Sénégal, la lune ne sera visible que demain mardi. Maram Kairé s'explique au téléphone de Ndjogoutchen. Hier, partout dans le Mali, la lune s'est couchée 44 minutes avant le soleil. Donc ça, c'est un élément qui est important. La lune s'est couchée 44 minutes avant le soleil, partout à travers le Mali. Donc dans ces conditions, on ne peut même pas voir de croissant lunaire. La deuxième chose, c'est que si vous visualisez, pour les personnes qui nous écoutent, si vous visualisez une carte du monde, vous voyez de l'Australie jusqu'aux États-Unis, il n'y a aucun pays au monde où le croissant lunaire a été aperçu, à part donc ces informations qui nous viennent du Mali. Et vous savez, la Lune, c'est une Lune qui est partagée par le monde entier. On ne peut pas s'imaginer que la Lune saute tous les pays du monde, de l'Australie jusqu'aux États-Unis, pour n'apparaître qu'au Mali et disparaître à nouveau. Pour ce qui est du Sénégal, certains bouclent leur 29e jour de jeûne aujourd'hui. Est-ce que le croissant lunaire pourra être aperçu ce soir? Alors, ceux qui ont démarré le lundi, ils vont chercher le croissant aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal qu'ils le cherchent parce que c'est leur 29e jour et ça va correspondre au jour de la conjonction. Aujourd'hui, le croissant lunaire ne peut pas être observé à l'œil nu parce qu'il sera collé au soleil au moment où le soleil va se coucher. Donc, pour les bonnes conditions pour pouvoir le voir à l'œil nu, il faut attendre demain mardi, Inch'Allah. Au moment où le soleil se couche, la lune sera derrière pour à peu près 59 minutes, 1 heure de temps. Ça permettra de voir le croissant dans de bonnes conditions. Que les gens ne gâchent pas le ramadan sur une base d'informations comme ça ou de précipitations. Voilà, je précise néanmoins que la majorité des Maliens avaient commencé le ramadan le dimanche 5 mai dernier. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire ici va scruter la lune demain soir. Production record d'oignons à Noto-Diobass, plus de 500 tonnes récoltées lors de cette campagne agricole. Une variété d'oignons jadis importés par le Sénégal et qui est actuellement
cultivés dans le village de Ngolfanik, grâce à une coopération avec la Hollande. Le ministre du Tourisme, par ailleurs maire de Noto Djabas, était en visite au niveau des périmètres maraîchers. Thiès, la correspondance de Cheranta Diop. Ngolfanik, ce village de la commune de Noto Djabas, s'est engagé résolument dans la production d'oignons, une détermination matérialisée par la mise en œuvre d'un projet de 3,6 milliards. Des oignons de qualité sont cultivés sur 30 hectares. Au cours de la visite de ces périmètres maraîchers, le ministre du Tourisme, Alioune Sarr, par ailleurs maire de Noto Djabas, se dit comblé. Cette année, les rendements sont satisfaisants. Assurer une bonne production, c'est ce que nous avons pu faire avec ce projet. Nous avons aujourd'hui un oignon qui permet d'avoir la même qualité que ce qui se fait en Hollande et ce qui se fait également dans les pays européens, notamment en Belgique et en France. Vous avez donc vu que l'unité est assez performante en exportant vers plusieurs pays déjà et en produisant également pour le marché intérieur. Hans Ham, le gérant de la ferme du Lion de Djabas, se réjouit fortement de ce partenariat entre le Sénégal et la Hollande. Pour lui, cette ferme agricole est désormais spécialisée dans l'exportation de l'oignon. On veut apprendre les paysans sénégalais à produire des oignons de qualité. Le budget qu'on a accordé avec le gouvernement, c'est pour 3,6 milliards. Pendant 6 ans, on pense former plus de 2000 producteurs ici à notre site. C'est le rendement. On a eu de oignons blancs, pirates et Alesson, qu'on a exporté vers les Pays-Bas et aussi à Abidjan, qui donne vers 80 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, grâce à ce projet, des jeunes et des femmes de Ngolfanik ont définitivement tourné le dos à l'exode rural. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Richard Toll, l'atmosphère est polluée par une polémique qui ne s'estompe pas sur une histoire de blocage autour du parcours sportif et de la carrière. Suite aux accusations du collectif pour la défense du Wallo et du conseiller municipal Khalil Diop, la mairie réagit. Le secrétaire général du maire apporte des précisions sur ce différend et demande la destitution du conseiller Khalil Diop pour absentéisme. Ibekan s'explique au micro de Mamadou Diagne. Avant le démarrage du projet, il est impératif pour la mairie d'aménager l'assiette de substitution proposée. Un impératif, c'est une injonction. Nous, on ne peut pas aller au-delà de cet impératif. Si le ministre, demain, nous envoie une correspondance pour nous dire laissez la CSS aménager le parcours en mettant en stand-by l'assiette, mais on n'a pas de problème. Nous, on a une injonction, on est tenu, un impératif de veiller à ce qu'il soit fait. C'est l'unique raison de blocage, il n'y a pas autre chose. Ils ont mené leur campagne de com, mais tout ça là, on met des guillemets dessus. Nous, on a un impératif, on essaie de s'y coller. C'est-à-dire veiller à ce que l'assiette de substitution soit aménagée avant le démarrage des travaux. Point barre. Il n'y a pas autre chose. En ce qui concerne la carrière, comme j'ai dit, on l'a trouvée ici. Elle était bien là avant notre arrivée et nous, on a essayé d'estomper l'hémorragie pour que ça ne continue pas. On l'a trouvée ici. En 2015, on a pris un arrêté, l'arrêté est là. On l'a trouvée ici. Hein. Ça, c'est le maître. Oui, mais Khalil, si on respectait les termes même, les textes, il ne serait pas conseiller. Il aurait dû être radié depuis longtemps. Khalil n'a assisté qu'à 2 conseils, ou 3, depuis 4 ans. 2, maximum 3, depuis qu'on est là, depuis 2014. Il n'a pas assisté à plus de 3 conseils. Lui, il ne sait pas ce qui se passe dans le conseil municipal. S'il dit que la carrière là est créée par nos fêtes, c'est parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le conseil. Il aurait mieux fait de s'approcher de l'équipe municipale pour savoir. Très sincèrement, la carrière, on l'a trouvée ici. RFM, l'actualité politique. Le mouvement Y en a marre s'interroge sur l'opportunité du dialogue national initié par le président de la République. Les responsables de ce collectif citoyen plaident pour l'application des conclusions des assises nationales qui sont issues des consultations citoyennes. Écoutons le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané, qui était l'invité d'RFM Matin. En termes de consultation populaire, je ne vois pas ce qui a été plus inclusif que les assises nationales. On se rappelle que sur plusieurs mois, les citoyens sénégalais dans leur diversité, jusque dans les villages les plus reculés, ont été questionnés pour apporter leur contribution sur la gouvernance du pays, sur des problématiques santé, éducation et tout. Et ça a fait l'objet d'un rapport, en fait, qui est dans les tiroirs. On se rappelle aussi qu'il y a eu la commission de réforme des institutions qui a été dirigée par Amadou Mokhtar Mbow, le doyen,
il y a eu des conclusions qui sont rangées dans les tiroirs. Qu'est-ce que ce dialogue apportera de plus que toutes ces conclusions qui sont rangées dans les tiroirs et qui ne sont pas mises en œuvre par le président Macky Sall? Est-ce à dire que vous trouvez ce dialogue inopportun? Si vous voyez, la plupart des acteurs qui étaient dans cette salle-là l'autre jour, à part le PDS et quelques participants, tout le monde était partie prenante des assises nationales. Pour nous, ça aurait pu être intéressant de faire le point sur l'application de ces conclusions. Pour la plupart, dans tous les aspects de la vie de ce pays, il y a eu des recommandations contenues dans un document qui dort dans des tiroirs. On aurait pu faire le point, voir qu'est-ce qui a été appliqué, qu'est-ce qui peut être appliqué. Et je suis sûr que la plupart des acteurs s'entendraient sur les différents points. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, on est dans ce dialogue. Mais, encore une fois, nous, on se pose des questions sur qu'est-ce que, en fait, en termes de proposition, qu'est-ce qu'on aura de plus que la proposition des assises nationales et de la commission de réforme des institutions. Et toujours dans l'actualité politique, les jeunes de Dagana ont décidé de soutenir Oumar Sarr dans sa volonté de participer au dialogue politique et ce, malgré le boycott de son parti, le PDS. Voici Souleymane Digo, coordonnateur du mouvement Aslar de Richard Toll, à l'issue de leur point de presse, propos recueillis par Mamadou Diagne. Je salue franchement l'attitude de Oumar Sarr parce qu'il est le coordinateur du Parti démocrate sénégalais. À ce que je chasse, le président de la République a initié ce dialogue national et il a appelé tout le monde. Donc si le parti ne voulait pas répondre et lui il a pris ses propres initiatives pour répondre à l'appel. Là je salue franchement l'engagement et la bravoure de cet homme. Et aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas pour rien qu'on lui avait donné le nom de Gaïndé Walo. Donc, s'il a fait cet acte en allant répondre, donc on se dit que lui, donc, il est pour la paix et la cohésion, pour que le pays puisse avancer. Parce qu'il faut reconnaître que ce sont les politiciens qui tiennent les rênes. Donc si le président initie cela et que lui, il laisse tout à côté, il va répondre. Donc on salue et franchement, on le félicite. Non, Ousmane Sonko, lui, il a été candidat à l'élection présidentielle. Et il dit jusqu'à présent qu'il ne reconnaît pas le président de la République Macky Sall comme président élu. Donc je me dis que lui, c'est pas un démocrate parce que je crois que tout a été bien organisé et que le président de la République est bien passé à l'élection et un heureux vainqueur. Donc il devait se fier à cela et aller comme ses camarades ou bien ses camarades d'opposants qui ont eu à répondre parce qu'il n'a rien de plus que ces gens-là. Il n'est pas plus légitime que ces gens-là. Donc ce qu'il devait faire, il devait aller répondre et écouter. S'il a des amendements ou bien des orientations à faire, il les donne. Donc il n'a pas répondu. Donc je crois qu'il n'a rien à dire. Il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire et aussi laisser ceux qui veulent travailler. RFM. L'actualité internationale. À midi, passé de 20 minutes avec Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. Au Niger, des attentats suicides ont été déjoués à Difa. 4 kamikazes du groupe djihadiste nigérian Boko Haram ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi à Difa, la plus grande ville du sud-est du Niger, frontalière du Nigeria, alors qu'ils tentaient de se faire exploser à proximité d'un important dépôt d'hydrocarbures. C'est ce qu'annonce l'AFP qui cite des autorités locales. C'est le deuxième attentat déjoué en quelques heures dans cette ville de 200 000 habitants située à quelques kilomètres de la frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram. À présent, la crise au Soudan, le climat est toujours tendu dans la capitale, Georges. Une tentative du conseil militaire de disperser le sit-in par la force est en cours, a déclaré dans un communiqué l'association des professionnels soudanais, acteurs majeurs de la contestation. Des coups de feu entendus dans le centre de la capitale soudanaise ont causé des pertes en vies humaines. Jean-Paul Dour. Des rafales de Kalachnikov ont été entendues dès 6 heures ce lundi matin. Des patrouilles des forces de sécurité circulent à divers endroits de la ville. Semble-t-il, les militaires tentent de démanteler le sit-in, le centre névralgique de la révolution dans le cœur de Khartoum. Selon des témoins, il y aurait plusieurs blessés par balle amenés dans les hôpitaux de campagne. Le comité des médecins parle de 9 morts. Une source médicale du sit-in parle de 14 morts. Les tentes que les manifestants ont installées sur le lieu du sit-in pour y passer la nuit ont pris feu. Il y a beaucoup de scènes de chaos dans Khartoum. Cela fait plusieurs jours que certains observateurs pressentaient une telle attaque. Il y a eu plusieurs fusillades la semaine dernière, notamment dans le quartier de Neal Street, faisant au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Les chefs du conseil militaire avaient déclaré que le sit-in était devenu
un danger pour le pays. Les civils avaient répondu que les soldats cherchaient simplement une excuse pour démanteler le cœur de la révolte. Le conseil militaire a démenti avoir dispersé le sit-in de protestation. Le mouvement de contestation de son côté a annoncé couper tout contact avec le conseil militaire. La contestation dit donc arrêter tout contact politique et négociation avec le conseil putschiste Anna. On va en RDC. Jean-Pierre Bemba annonce un nouveau retour à Kinshasa. Retour prévu le 23 juin. L'ex-chef de guerre l'a fait savoir sur son compte Twitter. Le 1er août dernier, Jean-Pierre Bemba avait fait un premier retour triomphal à Kinshasa après plus de 11 ans d'absence, dont 10 ans en prison aux Pays-Bas. Il venait d'être acquitté en juin par la Cour pénale internationale qu'il avait condamné en première instance à 18 ans de prison pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique en 2002-2003. En Centrafrique, Georges, où les habitants du quartier PK5 de Bangui observent 3 jours de deuil depuis samedi. 3 jours de deuil qui leur ont été imposés, c'est après la mort du chef de l'un des principaux groupes d'autodéfense de ce quartier à majorité musulmane. Le général Nimei Matas, alias Force, est mort samedi des suites d'une longue maladie selon l'AFP. Et l'on reparle du Nigeria. Cette fois-ci, l'on ne parle pas de Boko Haram, mais de Amnesty International qui évoque la peine de mort qui, jusque-là, selon l'organisation, reste appliquée au détriment des droits de l'homme. Daouda Diouf. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme dénonce les multiples entraves aux droits des Nigérians. Amnesty International critique par ailleurs le maintien de la peine de mort dans le système judiciaire. Selon le porte-parole d'Amnesty International au Nigeria, les peines de mort prononcées au Nigeria augmentent au moment où plusieurs pays africains font le contraire, c'est-à-dire des efforts pour l'abolir. Amnesty International souligne que la situation des droits de l'homme au Nigeria est horrible. On note des cas de violation, la torture et les exécutions extrajudiciaires qui sont souvent enregistrées tous les jours en raison notamment de l'insécurité qui règne dans ce pays. Amnesty International accuse le gouvernement d'être principal responsable de la détérioration de la situation sur le territoire. L'ONG révèle en outre que les responsables de ces actes inhumains se retrouvent aussi bien parmi les officiels qu'au sein des différents groupes armés nigérians. Et c'est la fin de cette page internationale à l'Enrocha. Merci beaucoup, Georges Détidiop. RFM Sport. La page des sports de Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna Rocha. À la une du football, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, le Sénégal affronte le Nigeria en début de soirée. C'est à 18h30 exactement. Ce sera donc pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des U20. Le Sénégal qui veut passer ce cap pour se qualifier au quart de finale. Mais cela ne sera pas une partie de plaisir selon l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Youssoupha Dabo, qui était face à la presse hier. Il n'y a pas de favori sur ce match, c'est du 50-50. Comme je l'ai dit, le classement ne compte plus. Ce qui est important, c'est les confrontations directes. Maintenant, entre le Nigeria et le Sénégal, c'est deux pays qui se connaissent très bien. Et entre ces deux groupes aussi, c'est deux groupes qui se connaissent parce qu'on s'est déjà croisés par le passé. Et par rapport à l'équipe du Nigeria, voilà, il y a beaucoup de bonnes individualités, c'est une bonne équipe avec beaucoup de qualités, mais qui a aussi ses défauts comme toutes les équipes. Maintenant, à nous de faire basculer le rapport de force sur notre côté. On connaît cette équipe, eux aussi ils nous connaissent, donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Chacun va se préparer au mieux possible et j'espère qu'on sera meilleur lundi. Il n'y a plus de favoris, tout le monde va jouer crânement sa chance. Nous on va avancer match par match, on n'est pas là pour calculer autre chose. Ce qui est important pour nous, c'est de bien travailler pour arriver sur le match de lundi dans les meilleures conditions possibles. Dans les meilleures conditions possibles, les joueurs estiment y être déjà. Ils sont bien préparés selon leur capitaine qui s'est exprimé également en conférence de presse. Résumé des propos tenus par le Kavin Diagne par Sodakam. Le capitaine des Lionceaux se réjouit du comportement de ses coéquipiers lors du premier tour. Ousseynou Kavin Diagne se focalise désormais sur le derby africain Sénégal-Nigeria. Nous, on peut s'adapter à toutes les situations parce que maintenant, on a des jours d'expérience dans cette équipe. Nous aussi, physiquement, on est prêts. Donc, on commence à avoir de la maturité. On peut jouer avec n'importe quelle équipe. Le jeune capitaine des Lionceaux pense que cette sélection du Sénégal peut affronter n'importe quelle équipe de sa catégorie. Ousseynou Kavin Diagne demande à ses coéquipiers d'être beaucoup plus sereins. Ici, dans cette compétition, toutes les équipes se valent. Donc, nous, on va jouer ce match avec beaucoup de sérénité. On va jouer même plus que les matchs de poule. On va rester concentré. Nous, on se focalise sur ce qu'on travaille à l'entraînement et le coach, ce qu'on nous dit tout le temps à l'entraînement.
Il faut rester humble, il faut avoir de l'humilité et beaucoup de concentration pour gagner les matchs. Le Sénégal va jouer pour la 3e fois d'affilée les 8e de finale du mondial U20. Mais attention au Nigeria, un adversaire qui freine souvent les sélections sénégalaises. Et pendant ce temps, Malal, la Ligue professionnelle de football est à l'heure du bilan. Après la finale de la Coupe de la Ligue qui marque officiellement la fin des compétitions organisées par la Ligue professionnelle, Amsatou Fall, le secrétaire administratif de la Ligue Pro, a fait le bilan hier. Il est au micro de Youssouf Podian. On a fini au même moment que les championnats européens, ce qui veut dire qu'effectivement que ça a été une saison très bonne. Si on s'en réfère justement aux conditions dans lesquelles nous avons fait cette saison, des conditions où on n'a pas eu de sponsor, où on n'a pas eu d'argent, où en tout cas notre sponsor, le grand sponsor qu'on avait amené également a eu des problèmes, disons, d'activité commerciale. Ils n'ont pas donc commercialisé les décodeurs, ce qui a fait qu'effectivement nous avons joué sur en tout cas des ressources propres. C'est le lieu en tout cas de féliciter tous les clubs, les présidents de clubs qui ont ménagé aucun effort dans leur engagement, dans les sacrifices pour que cette saison se termine bien. Et à la tête desquels, évidemment, le président Saher Seck qui a soutenu la Ligue pendant ces 2 années. C'est vrai que nous sommes en train de négocier avec le sponsor habituel Orange. Nous pensons également que Sartan va reprendre ses droits. En tout cas, c'est le souhait qu'on a pour que véritablement l'année prochaine qu'on fasse en tout cas une saison meilleure que celle-là. Mais du point de vue de la qualité également des matchs, on a eu à assister à de grands matchs durant cette saison. Au mode basket maintenant, Malal, avant de refermer cette page des sports. Avec l'ASFO classé 4e au classement du championnat national de basket chez les filles, cette équipe a envie de jouer les premiers rôles après sa qualification en finale de la Coupe du Maire. Leur entraîneur Papa Bal Diallo estime que le moment est venu pour son équipe de franchir un nouveau palier. Ces propos sont recueillis par Sodakiam. On va se motiver et redoubler d'efforts pour non seulement essayer de regagner d'autres places en championnat, et il y a la Coupe du Sénégal qui nous reste aussi, parce que c'est une asso qui vient de renaître. Ça fait très longtemps que cette équipe n'avait pas accédé à ce niveau. Aujourd'hui, on est là. C'est un travail qu'on a abattu durant toute une saison et les filles n'ont pas lâché. Vraiment, je m'en réjouis par rapport à cette victoire. Est-ce que vous pensez jouer les playoffs? Ben oui, bien sûr, on pense jouer les playoffs parce qu'on est actuellement à la 4e place du championnat et c'est possible avec le travail qu'on a. On va se qualifier en playoffs, certainement, parce que vraiment, comme je l'avais dit tantôt lors de mon premier match à Dakar Arena, que l'ASFO maintenant, c'est pas une équipe qui vient jouer les seconds rôles. Donc nous, on est là pour bousculer la hiérarchie et aller de l'avant. Donc les playoffs, ça va se jouer encore. C'est un autre programme. On va le gérer et jouer. Et mettre nos bouchées doubles pour atteindre les playoffs. La finale de la Coupe du Maire chez les filles aura lieu le 22 juin. ASFO aura comme adversaire le Dakar University Club Anna. Une triste nouvelle pour finir avec le décès de Medoun Niass alias Pagnas. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il était préposé au protocole des salons d'honneur dans tous les stades du Sénégal. Le généreux et très cordial Niass nous a quittés hier, paix à son âme, et nous présentons nos condoléances à toute la famille sportive du Sénégal. Merci beaucoup Malal. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. RFM, la chronique du jour. L'avenir du mouvement consumériste en question, la récente bouderie de Maître Massorna Kane demandant désormais aux consommateurs de payer des droits à l'association pour se faire défendre, renseigne sur le rapport du militantisme sénégalais en général avec le principe du bénévolat. Pourtant, le bilan est maigre, pas de quoi se vanter. Une chronique militante signée Abdoulaye Cissé. On se demande d'ailleurs qui a parlé. Est-ce Massorna Kane, le militant engagé pour la défense des consommateurs, ou Maître Massorna Kane, l'avocat qui a sa société civile professionnelle, un cabinet qui doit enrôler des dossiers pour faire des chiffres? La confusion a toujours été entretenue car c'est Maître Massorna Kane qui est fondateur de l'association SOS Consommateurs qui en a toujours été l'avocat attitré. On ne connaît pas de dossier défendu par cette association et qui n'ait pas été attribué ou défendu d'office par Maître Kane. C'est une première confusion et donc première erreur. Or, dans le fond, le principe qui fonde les mouvements associatifs de consommateurs, c'est le bénévolat. En tout cas, on ne paye pas les membres de l'association qui donnent de leur temps, sauf s'il y a des permanents. En général, cela peut tenir en 2 petites mains qui s'occupent du secrétariat et de l'administration. Dans le principe toujours, des mouvements de consommateurs ne devraient avoir aucun mal à enrôler des avocats de bonnes âmes au service d'une cause et sans bourse déliée. Attention,
Ça ne veut pas dire que les avocats ne sont pas payés, mais ils peuvent être désintéressés de leurs honoraires et de primes en cas de succès, de condamnation et sanctions financières constituées de dommages et intérêts décidés par le tribunal à payer à l'association ou la partie civile défendue par l'association. Mais évidemment, notre maître Massokhna Kane, et c'est tout à son honneur, utilise presque tout son temps à l'association et on n'a pas souvenir de grands succès qui pourraient lui permettre de rentrer dans ses fonds et de l'équivalent des honoraires d'avocat pour le temps consacré. Cela, à la longue, met en péril son activité, pas associative, mais son activité professionnelle de cabinet d'avocat. Quand on est un mouvement associatif au service des consommateurs, il faut aussi se faire à l'idée qu'il y a des combats qui tiennent plus au principe, au symbole d'un besoin de justice sociale plutôt que l'intérêt financier à en tirer. Aujourd'hui, c'est de l'association SOS Consommateurs dont il s'agit, mais le jugement peut s'étendre à l'ensemble du mouvement consumériste. D'ailleurs, ils ne font pas Flores. Il y a aussi la SCOSEN qui fut la première. À cette dernière, si on ne lui fait pas le même procès, son président n'étant pas avocat, Momandao, puisque c'est de lui qu'il s'agit, traîne le boulet d'aimer le confort des mandats de représentation dans les institutions. Il avait été coopté comme membre du Conseil économique et social sans que l'on ne sache exactement ce que ce conseil fait pour les consommateurs. Il semble ainsi acté pour ces mouvements et de leurs responsables que être invité à la table du prince demeure une sinécure et non un sacerdoce. Pas étonnant alors d'entendre Maître Massokhna Kane, revenons à lui, vouloir bouder le principe éthique du bénévolat juste parce que le président de la République ne l'a pas invité au lancement du dialogue national. Et c'est là qu'on ne comprend pas qu'il se fâche contre les consommateurs pour vouloir leur faire payer la rançon. Normalement, que le président snob un mouvement consommateur devrait pousser ce dernier à jouer encore plus son rôle de vigie. Dans des pays sérieux, les mouvements de consommateurs n'ont même pas besoin d'un rapport formel avec l'État. Il ne leur viendrait même pas à l'idée de plastronner au titre de l'association dans des conseils d'administration ou à être cooptés dans des institutions. Il y aurait eu conflit d'intérêts manifeste. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion là de faire le tri entre les vrais mouvements bénévoles, j'en cherche encore, et les associations affairistes dont on ne sait pas finalement si c'est elles qui servent les causes ou si ce sont les causes leur véritable rente sous l'autel de l'intérêt communautaire. On a juste envie de dire, tant pis maître, on ne vous paiera rien du tout, ni frais d'ouverture de dossier, ni honoraires, et c'est à prendre ou à laisser. RFM, la presse du jour. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. BBC ont pavé dans la mare du pétrole sénégalais. Aliou Sall et Franck Timis au cœur du scandale. Le journal Les Échos rapporte. En effet, dans une enquête réalisée par BBC, il est révélé que Franck Timis a participé à une série d'opérations minières controversées en Afrique et ces entreprises ont fait l'objet de nombreuses accusations, qu'il s'agisse de pots de vin versés à des politiciens ou des tirs sur les mineurs. Sur la base de l'enquête de la BBC, le confrère nous apprend qu'Aliou Sall recevait $25,000 par mois comme consultant alors qu'il ne sait pas grand-chose au secteur. BP a acheté la participation restante de Franck Timis à $250 millions, soit 125 milliards de nos francs, et s'engage à lui verser entre 9 et 12 milliards de dollars d'ici à 40 ans. Les avocats de Franck Timis et ceux d'Aliou Sall contestent. Ils nient avoir versé des pots de vin. Jamais de l'argent n'a été transféré de Timis Corporation à Adjutant Sall, société supposée appartenir à Aliou Sall. Pour tout cela, le journal Les Échos estime que Franck Timis et Aliou Sall se sont enrichis sur le dos du peuple sénégalais. Crise sur le front Moustarchidine pur, Moustapha contre Issa. La guerre ouverte, la raison, la tribune informe que tout est parti de la participation du PUR au dialogue national et c'est Moustapha Sy qui le premier a cogné belle droite en pleine figure. Vox Populi rapporte que le fils d'Al Martoum qui était à fond depuis la présidentielle dernière a profité de la cérémonie de clôture de l'université du Ramadan à Tivaouane pour assainir ses vérités. J'ai vu Issa, dit-il, prendre part au dialogue national, mais sachez qu'il l'a fait sans mon aval. Le guide des Moustarchidines d'y aller sur un ton plus menaçant. Je vous le dis, si je dois prendre des dispositions, si je dois punir, qu'on sache que c'est son affaire. Parce que Issa n'est ni le secrétaire général du parti, ni président. Donc du PUR, il est juste coordonnateur national. Invité à placer un mot sur ces mises au point de son collaborateur au jury du dimanche de e-radio,
Issa Sall dit « C'est Moustapha Sy, c'est mon président, aussi mon frère aîné, mon frère aîné aussi. Nous avons d'excellentes relations, mais je n'ai pas besoin de trahir, je n'ai d'engagement vis-à-vis de qui que ce soit. » Le journal Le Quotidien en conclut que c'est la crise, la pure crise. Une autre, celle-là, perpétuelle au PDS, Oumar Sarr, Abdoulaye Wade. Les raisons du clash, le journal Enquête parle de la participation au dialogue national. Oumar Sarr reproche à Abdoulaye Wade de satisfaire les moindres caprices de son fils Karim, même si ceux-ci sont à l'encontre des intérêts du PDS. Le point de non-retour a été cette fois le refus in extremis de Wade et sur ordre de son fils de participer au dialogue national. C'est après avoir auparavant choisi Oumar Sarr et le docteur Cheikh Dian pour représenter le PDS à ces concertations. Mais selon le confrère, Oumar risque les représailles du pape du Sopi pour l'avoir défié. Et ces représailles ont commencé après avoir été éjecté de la liste des personnalités devant représenter le PDS à Touba. La semaine dernière, des sanctions disciplinaires planent sur la tête du secrétaire général adjoint et il ne perd rien pour attendre. Même constat du côté de Libération qui parle de bras de fer au sommet. Révélation exclusive sur une guerre secrète. Le confrère revient sur la période où Karim menaçait de démissionner si le PDS ne répondait pas à l'appel au dialogue national de Macky Sall quand il était en prison, à lire dans Libé de ce matin. Feu sur Ousmane Sonko, le FRN n'a pas aimé les critiques des leaders de PASTEF. Le journal Sosa rapporte qu'à la réunion d'évaluation de la participation au dialogue du FRN, le ton est monté. Bamba Diaye préconise la mise en place d'un code de conduite pour qu'un autre membre du front ne singe pas Sonko. Mamadou Diop Decroix estime que PASTEF avait pourtant proposé 5 personnalités pour la présidence du dialogue national, mais souhaite que l'incident soit clos, tout comme professeur Malik Ndiaye. En avocat du leader de PASTEF, il invite ses amis du FRN à passer l'éponge et s'engage à aller lui parler. Abdoulaye Diouf Sarr en profite pour faire plein feu sur Ousmane Sonko. Il est le champion de l'arrogance, des invectives et des calomnies, lâche-t-il dans Direct Info. Dans Vox Populi, Sonko n'a que l'insolence et l'arrogance à vendre, dit encore Diouf Sarr. Son ego passe avant les intérêts supérieurs de la nation. Sécurité, bientôt le plan Sakhal Karangé, Chindakaru Aklikower, mise en œuvre. L'inspecteur général Ousmane Sy, le directeur de la police nationale, s'est entretenu avec nos confrères du Soleil sur la récurrence des accidents de la route. 3 accidents font 6 morts sur les routes ce samedi, décline le journal Vox Populi. Maître Mayoum, le ministre des Transports, dévoile ses stratégies pour arrêter le bain de sang. Dans Vox Populi, interdiction des transformations artisanales des véhicules, limitation de l'importation des véhicules, port de la ceinture de sécurité. Et puis sport, Sadio Mané, le sac, l'enfant de Bambali, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool. Sadio, la légende, titre le journal Enquête. La légende en attendant la CAN complète Vox Populi. Romanesque s'exclame l'observateur. Aucun rêve n'est hors de portée, clame-t-il. Au début, avoue-t-il, je n'arrivais pas à jouer avec des crampons. Liverpool et Sadio touchent environ 72 milliards de francs CFA de primes de Ligue des Champions. L'observateur fait le récit d'une folle journée. C'était balle poussière toute la nuit du samedi. Entend le journal LAS. Bon Midi 40, c'est la fin de ce grand journal. Merci à Aluba du côté de la mise en onde, de réalisation El Haj Ndjougoudienne, Pape Oumar Diaw à la régie. Vous restez avec nous dans un instant. Nafissatou Silla pour un nouveau numéro de votre rubrique Tariq Ramadan. Retour de l'info dans 20 minutes. Ce sera le grand journal en Wolof de Haj Hassan Gueye. يا رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Tariq Ramadan, l'avant-dernier numéro de votre rubrique qui relate toute l'actualité du Ramadan.
Le Mali a célébré aujourd'hui même la Korité. Pour le Sénégal, on ne sait pas encore si c'est mardi ou mercredi. Ce qui est sûr, c'est que les dernières heures du mois de Ramadan sont diversement vécues par les jeûneurs. Pour certains, le Ramadan, c'est un gain de temps, occasion de vaquer à plusieurs occupations. D'autres, par contre, avaient hâte d'en finir avec le Ramadan et de tourner la page. Salif Sow. Bientôt, les vieilles habitudes. Ah, le riz au poisson à midi. Un tailleur qui prêtait attention à notre discussion s'y est invité. Puis, il aimerait et donne ses raisons. Le mois de Ramadan nous arrange, surtout à cette période. Nous travaillons jusqu'à 2h, 4h du matin. Et si ce n'est pas le mois de Ramadan, on est là et puis on rentre chez nous vers 20h. À quelques mètres des locaux du couturier se trouve le salon de coiffure de Nogaï. Elle a hâte d'apercevoir le croissant lunaire. Sincèrement, le mois de Ramadan, ça ne nous arrange pas. Durant tout le mois, on est là vers les coups de 12h et 13h. Mais à cette période, ça va quand même, c'est la fin. Nous sommes au marché Boubès. Parmi les vendeurs de friperies qui longent le trottoir, Tala Diop, le commerçant, dit gagner en temps, en énergie et surtout en argent durant le mois béni. C'était une belle période pour nous. On avait largement le temps. Retrouvons le tailleur, notre deuxième interlocuteur, qui pense comme lui. Mais grave, on va continuer après. Tariq Ramadan au cœur d'Edara, le complexe islamique Khalifa Ababakar Gaye situé à Noto Djobas accueille plus de 150 pensionnaires. Notre reporter Cheranta Diop s'y est rendu pour voir comment les talibés allient l'apprentissage du Saint-Coran pendant le Ramadan. Reportage. Complexe islamique Khalifa Ababakar Gaye au village de Poutnof dans la commune de Noto Djobas. Ce dara moderne accueille des centaines de talibés qui viennent d'horizons divers. Nous les avons trouvés en plein cours. De jeunes talibés dont la plupart observent scrupuleusement les prescriptions du mois béni de Ramadan. Elie Gueye, un des pensionnaires, se réjouit des excellentes conditions dans lesquelles ils sont mis. Le matin, après le réveil, on fait cours de 9h à 14h. Après la prière du Tisbar, on se consacre au Tafsir al-Quran jusqu'à 17h. Ensuite, on se repose jusqu'à l'heure de la rupture. On nous sert de très bons plats. Dans la catégorie des plus jeunes, âgés de 4 à 5 ans, le jeûne est vécu autrement. Les responsables du Dara les initient aux jeunes, mais à leur manière, puisqu'on ne leur permet d'observer les jeunes que de l'aube à 13h, 14h pour qu'ils apprennent à s'y habituer. Durant ce mois de Ramadan, ces jeunes apprenants consacrent presque tout leur temps aux séances de récital du Saint-Coran. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cher Anta Diop, merci. D'énormes difficultés pour couper leurs jeunes, c'est ce que rencontrent chauffeurs, apprentis et autres usagers pour se restaurer et pour cause une forte affluence devant les gargotes installées devant la Socosim à Rufisque. Un reportage d'Abdou Diouf Diagne. Devant la Socosim se trouve un endroit appelé Mbaria. Il est pris d'assaut au moment de la coupure du jeûne par des conducteurs, des apprentis et certains locataires de Koloban Guimouri, un quartier populaire de la commune de Rufisque-Ouest. Ici, pour mettre quelque chose sous la dent, il faut savoir jouer au coude. Khadim Yad confirme et raconte. On se retrouve nous tous ici pour couper notre jeûne. Vous voyez, les gens se bousculent et certaines personnes même se disputent. On ne se plaint pas pour autant car nous sommes
des hommes et on est là pour travailler. Les vendeuses de gargotes installées sur place vivent une forte pression pendant cette période. Une pression positive, selon Khadibé, l'une d'elles. Ils veulent tous être servis en même temps. C'est très difficile, mais on les comprend car elles sont nos clients. C'est très bien pour nous. Ces femmes risquent de ne plus vivre cette ambiance car les autorités municipales décident de les déguerpir, d'où le cri du cœur de Khadibé. Nous devons quitter les lieux à partir du 6, d'après les autorités. Depuis l'annonce de cette décision, nous ne pouvons plus dormir tranquillement. Nous sommes très inquiètes. Nous soutenons nos maris parce que, vous le savez, les temps sont très durs. Nous voulons qu'on nous laisse travailler ici, ou bien qu'on nous indique un autre endroit. Il reste maintenant à savoir si les autorités municipales et territoriales vont exécuter leurs menaces. Les vendeuses de gargotes, quant à elles, se croisent pour le moment les doigts. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et toujours au rythme du Ndougou à la gare routière de Koloban, à l'heure de la rupture du jeûne, c'est aussi la bousculade dans les gargotes sur place. Chauffeurs de transport en commun, receveurs, apprentis s'y régalent des menus pour toutes les bourses. Koumba Sandiane Faye s'y est rendu à l'heure même de la rupture. Elle nous décrit l'ambiance. À la gare routière de Koloban, à quelques minutes de l'heure de la rupture du jeûne, tout le monde s'empresse, des cars Ndiagandiaï, des bus Tata par-ci, des cantines, des étals de toutes sortes de denrées par-là. Ici, le transport des passagers se fait à tour de rôle et selon les destinations. À 19h passées de 35 minutes, c'est la bousculade pour rompre le jeûne. Chauffeurs, receveurs et apprentis le font sur place. Des gargotes, il y en a aussi. Khadim et Moudou sont deux apprentis. Ils tiennent du pain et des tasses de café. À chacun son goût et sa bourse. Comme tu vois, j'ai acheté du pinton, une tasse de café, des dattes. Le tout me revient à 300 francs. À chaque fois que je me retrouve ici à l'heure de rupture du jeûne, je prends le temps de me régaler. Ici, moi j'ai acheté du pain omelette. Cela me revient à 500 francs. En plus, il y a de l'hygiène. La gargotière Nafi, en pleine activité, entourée de ses clients. Devant son étal, des marmites de sauce de tout genre. La vendeuse raconte. Moi, je vends du pain et différentes sauces aussi. Spaghetti, akara, omelette, thon, entre autres. Il y en a pour toutes les envies et pour toutes les bourses. Vraiment, je m'en sors bien. Durant tout le mois béni, c'est l'ambiance à la gare routière de Koloban, à l'heure de la rupture du jeûne. Une heure qui fait bien l'affaire des gargotières. C'est tout pour cet avant-dernier numéro de Tariq Ramadan, l'actualité de ce mois béni. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Merci à El Haj Ndiogoudjen qui a assuré la réalisation, Aliouba pour la mise en onde, Nafissatou Sila était à la présentation. Ramadan Moubarak.